Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes lignes de cette édition. La poussée dentaire est une étape normale du développement de la dentition chez le bébé. C'est la période où les dents de lait se mettent en place dans la bouche du nourrisson. Dentition chez les enfants de 0 à 5 ans, on en parle. Souvent utilisée comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, la citrouille est un gros fruit orange très délicieux et qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Focus sur cet aliment riche en vitamines. Le Bénin, à l'aide des réformes de la décentralisation avec son code territorial modifié, les populations sont de plus en plus impliquées dans la gestion des affaires locales. Mais quels changements ont-elles apporté au système mis en place? Un expert nous éclaire. Bienvenue dans cette édition. L'apparition des premiers dents d'un bébé est souvent source d'émerveillement pour les parents. Mais ces poussées dentaires sont aussi des étapes successives, délicates, qui peuvent s'accompagner d'inconfort et de douleur. Comment ça se passe et quelles sont les précautions à prendre pendant cette période? Amandine Anyamboussou nous en parle ici. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois, les gencives sont restées vierges. La dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée, les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude. Vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heure de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste, certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine. Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. Peu connu au Bénin, la citrouille est un fruit que l'on retrouve généralement en Amérique du Nord. Considérée comme un légume-fruit, elle fait partie des espèces de courges les moins consommées. Et pourtant, c'est un fruit-légume qui regorge de nombreux bienfaits. Plus de détails à travers ce reportage signé Chalène Kendiho et Ulvaeus Balogun. La citrouille.
D'origine mexicaine, fait partie de la famille des courges, des courgettes, des melons, des pastèques ainsi que des concombres. Elle est tantôt utilisée comme un fruit, tantôt comme un légume. C'est un fruit exotique parce qu'on ne le retrouve pas sous nos cieux. C'est souvent exporté, ce n'est pas produit ici. Il existe différentes sortes de citrouilles. Le potiron, par exemple, on le trouve ici et est aussi importé de Lomé. Nous avons aussi une variété de petites citrouilles rouges. Elle est aussi cultivée à Tori et se vend dès le mois de septembre. Souvent utilisé comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, ce gros fruit orange est un aliment délicieux qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Sa couleur jaune-orange annonce les caroténoïdes. Les caroténoïdes, et un des caroténoïdes, c'est le bêta-carotène. Et la citrouille en renforce. Grâce à ses nutriments oxydants, la citrouille permet non seulement de renforcer les défenses immunitaires, mais aussi d'apaiser les brûlures, les constipations, de renforcer les os et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. On dit que la citrouille guérit l'hypertension. Certains la coupent en tranches et la mettent dans une bouteille remplie d'eau. Ce litre doit se boire par jour. Ça calme beaucoup de maladies et ça rajeunit les vieux. Mais bien qu'elle soit pourvoyeuse de minéraux et d'oligo-éléments, sa consommation ne doit pas être excessive. En réalité, il n'y a pas de conséquences directes comme ça en consommant de citrouille. Mais nous conseillons à tout le monde de varier, toujours varier les légumes que nous consommons. S'il est reconnu qu'avoir une alimentation riche en légumes et en fruits est bénéfique pour la santé, la consommation de la citrouille s'en trouve alors renforcée, puisqu'elle joue ces deux rôles. Le secteur de la décentralisation est depuis quelques mois en pleine réforme de son code territorial. Une réforme qui redistribue les cartes de la gouvernance locale grâce à une approche participative qui permet d'impliquer pleinement les acteurs locaux à l'identification de leurs besoins fondamentaux. Que peut-on retenir de la gestion locale à l'ère de cette réforme administrative et quel changement a-t-elle apporté au système de gestion des communes? Stanislas Roncanlin, ingénieur en développement local, nous éclaire au micro de Ulvaeus Balogun. À partir de 1990, l'option a été clairement faite de leur confier désormais la gestion de leur destinée. Et donc le pouvoir est ramené à la base avec des représentants des populations qui sont élus et qui travaillent au sein des conseils communaux et municipaux. La décentralisation permet désormais de mettre en œuvre le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que lorsqu'on veut réaliser quelque chose, il faut aller au niveau inférieur pour le faire. Donc l'État n'a plus besoin de descendre dans les communes. Nous avons constaté que le fait de rapprocher le pouvoir des populations permet d'être plus efficace, de prendre rapidement la décision, de mettre en place les investissements qu'il faut pour que la pauvreté que nous combattons tous dans les différentes interventions de l'État, que cette pauvreté puisse regresser. Depuis 2003, nous sommes en train d'expérimenter un processus. Je crois que ce processus a connu des fortunes diverses. Il y a eu beaucoup d'avancées. Mais il y a aussi quelques insuffisances que le nouveau cadre légal de la décentralisation est venu corriger. En l'occurrence, la dispersion des textes de loi sur la décentralisation et leur faible articulation. Mais il y a aussi que le nouveau code est venu séparer un peu les fonctions politiques des fonctions techniques. Donc on peut dire que c'est une avancée importante et nous espérons que l'expérimentation de ce nouveau cadre légal va nous permettre de corriger les imperfections de la décentralisation observée jusque-là. La gouvernance locale est la meilleure option qu'on puisse faire lorsque nous aspirons à un développement équilibré de nos communes. Donc ça permet de réduire les disparités parce que chaque population s'organise
pour prendre en charge les défis liés à leur territoire. L'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Amandine Agnambousso. Le sulfate de manganèse est un composant essentiel des batteries des voitures électriques. Il est produit majoritairement en Chine, ce qui pourrait poser un problème aux yeux de certains experts dès l'année prochaine. La Chine fournit aujourd'hui 95% de la demande mondiale, essentiellement à partir de minerais chinois. Les 5% restants sont issus de manganèse transformé au Japon et en Belgique et se commercialisent à un coût beaucoup plus élevé. La perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales depuis 2020 pourrait cependant rebattre les cartes. La mode est à la relocalisation du tissu industriel et à une production plus responsable. Mais la filière ne pourra se développer en Europe ou en Amérique du Nord où il n'y a aucune capacité de production pour l'instant. La dépendance à la Chine pourrait s'amplifier si rien n'est fait. Le Brésil pourrait devenir le premier exportateur de coton en 2023 devant les États-Unis. Les ambitions sont affichées par les producteurs brésiliens eux-mêmes. L'association brésilienne des producteurs table sur l'augmentation des surfaces dédiées au coton cette année et vise une récolte de 3 millions de tonnes, soit 18% de plus qu'en 2022. Si cela se confirme, le pays pourrait alors exporter 2,2 millions de tonnes, le reste étant absorbé par les filatures locales. Mais pour passer devant les États-Unis, qui ont exporté 800 000 tonnes de plus que le Brésil pendant la campagne 2022-2023, les Brésiliens misent sur une chute de 30% des semis américains cette année au profit de cultures plus rentables telles que le maïs, le soja ou le blé. Des milliers de fidèles se sont réunis place Saint-Pierre à Rome pour assister aux obsèques de Benoît XVI. La cérémonie est présidée par le pape François. De lundi à mercredi, près de 200 000 fidèles sont déjà venus à la basilique Saint-Pierre se recueillir devant la dépouille du théologien allemand décédé samedi dernier à l'âge de 95 ans et dont la renonciation en 2013 avait surpris le monde entier. De nombreux responsables politiques, d'interreligieux et têtes couronnées du monde entier assistent à la cérémonie. Conformément à la tradition, le cercueil en cyprès dans lequel repose Benoît XVI contiendra des pièces de monnaie et médailles frappées pendant son pontificat, son pallium ainsi qu'un texte décrivant brièvement son pontificat placé dans un cylindre métallique. En Égypte, le couvercle d'un ancien sarcophage, l'un des plus grands sarcophages pharaoniques en bois jamais découvert, a été officiellement restitué. Il a été volé il y a plusieurs années et s'était retrouvé exposé dans un musée au Texas, aux États-Unis. Suivons le reportage de France 24. C'est l'un des plus grands sarcophages pharaoniques de bois jamais découverts. Long d'environ 3 mètres, le couvercle à lui seul pèse presque 500 kg. Selon les autorités égyptiennes, le sarcophage vert aurait peut-être été fabriqué pour un prêtre. Lundi, le couvercle a officiellement été restitué à l'Égypte. Aujourd'hui, nous avons reçu une importante pièce d'antiquité qui a été pillée et est arrivée aux États-Unis de manière illégale il y a de cela quelques années. Grâce à la coopération internationale entre les autorités égyptiennes et américaines, ainsi que l'enquête qui a duré plus de 2 ans, nous avons réussi à restituer cet article. Ces dernières années, les États-Unis et l'Égypte ont signé plusieurs accords pour lutter contre la contrebande d'antiquités. Au cours de la dernière décennie, l'Égypte a récupéré environ 29 000 objets. Un effort mené avec l'aide des États-Unis. Il existe une coopération exceptionnelle entre les États-Unis et l'Égypte, en particulier dans le domaine du patrimoine culturel et de la restitution des antiquités. Les États-Unis ont aussi investi plus de 100 millions de dollars au cours des 30 dernières années pour aider l'Égypte à préserver son patrimoine culturel et historique. L'histoire est loin d'être terminée pour le sarcophage vert. Après un périple qui l'aura emmené en Allemagne puis aux États-Unis, l'objet ancien est en mauvais état, selon les autorités égyptiennes, et doit maintenant être envoyé au musée égyptien du Caire pour restauration.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.